Mes parents exigent mes 150 000 € pour payer les dettes de mon frère, j'ai dit non et je suis partie. 30 minutes plus tard, maman texto, signe l'hypothèque pour lui ou ne revient jamais. À minuit, j'ai bloqué tous les comptes, 21 appels enragés au matin. Je m'appelle Aveline, et j'ai 30 ans. Toute ma vie, j'ai cru en une seule chose, la sécurité que l'on construit soi-même, euro après euro. Mes parents m'ont demandé de leur donner mes 150 000 € d'économie, le fruit de 10 ans de sacrifice, pour payer les dettes de jeu de mon frère. J'ai dit non. 30 minutes plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, signe l'hypothèque pour lui ou ne revient jamais. À minuit, j'ai bloqué tous les comptes auxquels il pouvait accéder. Le lendemain matin, 21 appels enragés m'attendaient. Ce qu'ils ont fait ensuite a failli détruire non seulement mes finances, mais aussi ma carrière et ma santé mentale. Ceci est mon histoire. Avant de plonger dans les détails de cette semaine qui a changé ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que nous pouvons partager nos histoires à travers le monde. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents à Lille était une routine ancrée en moi, une chorégraphie familière de rues et de souvenirs. Chaque dimanche du mois, je prenais ma vieille Clio pour parcourir les 20 kilomètres qui me séparaient de leur pavillon de banlieue, un lieu qui, de l'extérieur, incarnait le succès tranquille de la classe moyenne. Mais ce dimanche-là, l'air semblait différent. Plus lourd. Une tension palpable flottait, même à travers le filtre de la radio qui crachotait une vieille chanson de Cabrel. En me garant, j'ai remarqué que les volets de la chambre de mon frère, Thibaut, étaient encore à moitié fermés, même en fin d'après-midi. Étrange. Thibaut n'était pas du genre à faire la grasse matinée, mais plutôt à être déjà sorti, à la recherche de sa prochaine distraction. Ma mère, Sylvie, m'a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses traits étaient tirés, et elle a évité mon regard en me prenant mon manteau. Mon père, Gérard, était dans le salon, lisant le journal avec une concentration forcée. Il m'a salué d'un « Salut ma grande », qui sonnait creux, ses yeux restant rivés sur les gros titres. L'odeur du poulet rôti, habituellement un parfum de réconfort et de normalité, semblait aujourd'hui masquer une autre odeur, plus âcre, celle de l'anxiété. Nous nous sommes assis à table. Thibaut nous a rejoints, le visage blême et les doigts tambourinant nerveusement sur la nappe. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. J'ai essayé d'amorcer une conversation légère, parlant d'un projet intéressant au travail, de la météo, de tout et de rien. Mais chaque tentative se heurtait à des réponses monosyllabiques. Le silence s'installait entre chaque phrase, un silence pesant, plein de non-dits. C'est alors que j'ai remarqué la bouteille de vin sur la table. Pas le Bordeaux habituel que mon père aimait tant, celui qu'il achetait par caisse. C'était un vin de supermarché bas de gamme, celui qu'on achète quand on fait attention à ses dépenses. Pour n'importe qui d'autre, ce détail serait insignifiant. Pour moi, qui avais appris à lire les bilans financiers avant de lire des romans, c'était un signal d'alarme. Un voyant rouge clignotant sur le tableau de bord de notre dynamique familiale. Tout va bien, ai-je demandé, incapable de supporter plus longtemps cette mascarade. Ma mère a sursauté, comme si ma question l'avait surprise. Oui, bien sûr, ma chérie. Pourquoi? Je ne sais pas, l'ambiance, bizarre. Mon père a replié son journal avec un geste brusque. Ne commence pas avec tes analyses, Aveline. On est juste un peu fatigué. Mais je voyais bien que c'était plus que de la fatigue. C'était la peur. La peur et l'anticipation. Ils attendaient quelque chose. Ou plutôt, ils attendaient le bon moment pour me demander quelque chose. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. J'avais passé ma vie à construire des murs pour me protéger, à créer une forteresse financière pour ne jamais dépendre de personne. Et je sentais qu'ils s'apprêtaient à tester mes fondations. Le repas s'est poursuivi dans cette atmosphère électrique. Chaque bouchée était difficile à avaler. Je les observais. Leurs regards fuyants qui se croisaient au-dessus de la table, les mains de ma mère qui se tordaient sur ses genoux, la mâchoire de mon père qui se contractait. Ils préparaient le terrain. Ils rassemblaient leurs forces pour l'assaut. Puis, au milieu du plat principal, mon père a posé sa fourchette.
Le bruit du métal contre la céramique a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Le silence est tombé, si lourd qu'on aurait pu l'entendre se briser. Et j'ai su que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de s'arrêter. Les yeux de mon père se sont posés sur Thibaut. C'était un signal. Mon frère a pris une profonde inspiration, le son rauque remplissant la pièce. « Aveline » a-t-il commencé, sa voix tremblante. « J'ai un problème. Un gros problème. » Je n'ai rien dit. J'ai simplement attendu, mon cœur battant un rythme lourd et régulier contre mes côtes. Je savais que ce n'était pas un problème de voiture ou une dispute avec sa petite amie. C'était plus grave. Je le voyais dans la panique qui dansait derrière ses pupilles. J'ai fait des paris, a-t-il avoué, les mots se bousculant pour sortir de sa bouche. Des paris sportifs. Au début, c'était juste pour le plaisir. Mais j'ai perdu. J'ai essayé de me refaire, j'ai emprunté de l'argent. Il s'est arrêté, passant une main moite sur son visage. Je dois 100 000 euros. 100 000 euros. Le chiffre a flotté dans l'air, suspendu comme une sentence. Ce n'était pas une somme d'argent, c'était un gouffre. Un trou noir capable d'avaler des vies entières. J'ai regardé mes parents. Leur visage n'exprimait pas la surprise, mais une résignation lasse. Ils savaient. Ils savaient et ils ne m'avaient rien dit. Et puis, le regard de ma mère s'est tourné vers moi. Il n'y avait pas de pitié pour son fils, pas de colère. Il y avait une attente. Une exigence. C'est mon père qui a parlé, sa voix grave et solennelle, comme s'il prononçait un discours préparé. « Aveline, nous savons que tu as bien réussi. Tu as toujours été l'économe de la famille. Tu as mis de l'argent de côté. » J'ai senti le piège se refermer. Chaque compliment qu'il m'avait fait au fil des ans, chaque reconnaissance de ma discipline, tout cela n'était qu'un investissement. Un placement dont il comptait aujourd'hui récolter les dividendes. Tes économies s'élèvent à 150 000 euros, n'est-ce pas, a continué mon père, sans la moindre trace de gêne. Le chiffre exact. Il connaissait le chiffre exact. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Comment ? Avais-je laissé un relevé traîner ? Ou avait-il simplement deviné, en suivant ma carrière et mon mode de vie frugal ? C'est l'argent de la famille, Aveline, a dit ma mère, sa voix douce et manipulatrice. Tu l'as gagné, bien sûr, mais c'est grâce à l'éducation que nous t'avons donnée. C'est le moment de rendre un peu de ce que tu as reçu. L'absurdité de ses propos m'a coupé le souffle. L'éducation qu'il m'avait donnée ? J'avais obtenu une bourse. J'avais travaillé comme serveuse tous les week-ends pendant mes études. Il ne m'avait pas payé un seul livre. Vous voulez que je donne mon argent à Thibaut ? Ai-je demandé, ma propre voix me semblant lointaine. Nous exigeons que tu le fasses, a corrigé mon père, le ton se durcissant. Il doit rembourser ses gens. Et il a besoin de quelqu'un pour se porter garant pour une hypothèque, pour consolider le reste. Tu vas signer. Pas une question. Un ordre. J'ai regardé Thibaut. Il ne me regardait pas. Il fixait son assiette, l'air d'un enfant pris en faute, attendant que les adultes règlent le problème. Il n'y avait aucun remords dans ses yeux, seulement de la peur et de l'impatience. J'ai dit non. Un seul mot. Silencieux, mais ferme. Le silence. Puis, la fureur. Comment ça, non, a explosé mon père, son visage devenant rouge brique. C'est ton frère. C'est la famille. C'est mon avenir, ai-je répondu, ma voix gagnant en force. C'est chaque vacances que je n'ai pas prise. Chaque restaurant que j'ai évité. Chaque vêtement que je n'ai pas acheté. Ce n'est pas un fonds de secours pour ses erreurs. Tu es égoïste, a crié ma mère, les larmes montant à ses yeux. Des larmes de rage, pas de tristesse. Tu as toujours été comme ça. Froide et calculatrice. Tu nous laisses tomber. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment sur le carrelage. Leurs accusations pleuvaient sur moi, mais elles ne m'atteignaient pas. J'étais protégée par une décennie de sacrifices. Je suis partie en laissant leurs cris derrière moi. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Un seul message de ma mère, 7 mots qui allaient tracer une ligne de bataille dans ma vie, signe l'hypothèque ou ne revient jamais.
Le trajet de retour s'est fait dans un brouillard. Les phares des autres voitures étaient des taches floues, les feux de circulation des signaux indistincts. Mon esprit tournait à vide, rejoignant la scène en boucle. Les mots, les visages, l'ultimatum. Ne reviens jamais. Ma propre mère. Avait-elle seulement conscience du poids de ces mots? De la violence de ce choix impossible? Arrivée dans le parking de mon immeuble, je suis restée assise dans ma voiture pendant de longues minutes, le moteur éteint. Le choc initial commençait à se dissiper, remplacé par une vague de froid. Une clarté glaciale. Ils ne bluffaient pas. Ils étaient prêts à me rayer de leur vie si je ne cédais pas. Mon amour, pour eux, était conditionnel. Il avait un prix, 150 000 € et ma signature au bas d'un contrat qui ruinerait mon avenir. Cette prise de conscience a été douloureuse, mais aussi libératrice. S'ils étaient prêts à aller aussi loin, alors je devais faire de même pour me protéger. La peur a laissé place à une détermination froide. Je suis montée dans mon petit appartement, un sanctuaire que j'avais meublé avec soin, chaque objet étant le fruit de mon travail. J'ai allumé mon ordinateur portable. L'écran a projeté une lueur bleue sur mon visage. C'était l'heure de construire les remparts. J'ai commencé par ma banque principale. J'ai changé le mot de passe pour une combinaison complexe de lettres, de chiffres et de symboles. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs, reliant chaque connexion à mon téléphone. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables. Chaque clic était un acte de défi. Ensuite, je me suis souvenu d'un vieux compte joint, ouvert il y a des années pour un voyage scolaire. Un compte que je n'utilisais plus, mais qui était toujours techniquement lié à ma mère. Je me suis connecté. Le solde était dérisoire, moins de 50 €. Mais ce n'était pas la question. C'était une porte d'entrée. Une faille dans mon armure. J'ai immédiatement transféré les fonds et lancé la procédure de clôture en ligne. Alors que je sécurisais mes finances, un souvenir m'est revenu avec une clarté brutale. J'avais 15 ans. Thibaut avait, déjà à l'époque, accumulé une dette auprès d'un ami pour une histoire de scooter. Pas 100 000 €, mais quelques centaines. Une somme énorme pour nous à l'époque. Je me souviens avoir vu ma mère, en larmes, retirer de sa boîte à bijoux le collier en or que ma grand-mère lui avait légué. Son seul véritable trésor. Elle l'a vendu à un prêteur sur gage pour une fraction de sa valeur. J'avais vu la honte sur le visage de mon père, l'impuissance. Et ce jour-là, dans ma chambre d'adolescente, je m'étais fait une promesse silencieuse, jamais. Jamais je ne serai dans une position où je devrais sacrifier mon passé ou mon avenir pour les erreurs d'un autre. Jamais je ne serais aussi vulnérable. Cette promesse était le carburant de ma discipline. C'était la raison pour laquelle je travaillais si dur. Ce n'était pas de l'avarice. C'était une quête de souveraineté. L'aube commençait à poindre lorsque j'ai terminé. Chaque compte, chaque investissement, chaque assurance vie était désormais verrouillé derrière plusieurs couches de sécurité. J'étais épuisée, mais aussi étrangement sereine. J'ai pris mon téléphone. 21 appels manqués. Une avalanche de messages. Des supplications, des menaces, des insultes. Laissez-moi faire une pause ici et vous demander, à vous qui m'écoutez. Imaginez recevoir ce genre de pression de votre propre famille. Devez-vous céder au nom des liens du sang, ou avez-vous le droit de protéger ce que vous avez construit? Que auriez-vous fait à ma place? Dites-le-moi honnêtement dans les commentaires. À l'aube, mon téléphone était un champ de bataille numérique. Mais en sécurisant mon dernier euro, je n'avais pas seulement protégé mon argent. J'avais honoré une promesse faite à une adolescente au cœur brisé des années auparavant. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils avaient d'autres armes que la simple pression familiale. Pour comprendre comment nous en étions arrivés là, il faut remonter le temps. Il faut retourner dans ce pavillon de Lille où les apparences étaient tout. De l'extérieur, nous étions la famille française modèle. Le père, Gérard, cadre commercial dans une entreprise de logistique. La mère, Sylvie, secrétaire médicale à mi-temps. 2 enfants, un garçon et une fille. Une vie bien rangée. Mais à l'intérieur, les fondations étaient fissurées. La fissure principale portait un nom, Thibaut. Mon frère est né avec une santé fragile. Petit, il était souvent malade,
passant des semaines à l'hôpital pour des problèmes respiratoires. Cette fragilité initiale a instillé chez mes parents une peur et une culpabilité profonde. Ils se sentaient responsables, comme si la nature leur avait joué un mauvais tour. Pour compenser, ils l'ont surprotégée. Chaque toux était une crise potentielle, chaque égratignure une tragédie. Quand je suis née, 3 ans plus tard, j'étais un bébé robuste et facile. Je dormais mes nuits, je tombais rarement malade. Au lieu de voir cela comme une bénédiction, mes parents l'ont interprété comme un signe. J'étais là, forte, celle qui n'avait pas besoin d'autant d'attention. Thibaut était le « faible », celui qu'il fallait constamment soutenir. Ce n'était pas une décision consciente, c'était devenu leur logiciel interne, leur système d'exploitation familiale. Cette dynamique a façonné toute notre enfance. Je me souviens d'un après-midi, j'avais peut-être 8 ans. J'avais passé des semaines à construire une maquette complexe du système solaire pour un projet scolaire. J'étais si fière. Le soir où je devais la présenter à mes parents, Thibaut a eu une crise d'asthme. Rien de grave, une de ses crises habituelles. Mais toute l'attention s'est tournée vers lui. Mon système solaire est resté sur la table de la cuisine, oublié. Le lendemain, en partant à l'école, j'ai vu que ma mère l'avait déplacé sans soin, et la planète Saturne avait perdu ses anneaux. Je n'ai rien dit. J'avais déjà appris que mes petites victoires ne pesaient rien face à ses prétendues faiblesses. En grandissant, j'ai excellé à l'école. Non pas pour chercher leur approbation, j'avais abandonné cette quête depuis longtemps, mais parce que les chiffres et les règles avaient un sens. Ils étaient logiques et justes. 1 + 1 fera toujours 2. Il n'y avait pas de favoritisme en mathématiques. C'était mon refuge. Thibaut, lui, a appris à naviguer dans la vie en utilisant sa fragilité comme un bouclier et une arme. Il n'a jamais eu à faire face aux conséquences de ses actes. Une mauvaise note? C'est parce qu'il était fatigué. Une bagarre à l'école? C'est parce que les autres l'avaient provoqué. Une dette de scooter? C'était la faute du vendeur malhonnête. Et mes parents marchaient à chaque fois. Ils ne le voyaient pas comme un jeune homme qui devenait de plus en plus manipulateur, mais comme leur petit garçon fragile qu'il fallait protéger du monde cruel. Ils pensaient, dans leur logique tordue, qu'ils étaient de bons parents. Ils pensaient qu'ils équilibraient les choses. La vie avait donné à Aveline la force, alors ils devaient donner à Thibaut le soutien. Ils ne comprenaient pas qu'en faisant cela, ils me volaient mon enfance et lui volaient sa chance de devenir un adulte responsable. Ils créaient un monstre d'irresponsabilité et une machine à survivre. Quand j'ai annoncé que j'avais obtenu une bourse pour l'université, leur réaction a été tiède. C'est bien, ma chérie. Tu vois, tu n'as jamais eu besoin de nous. C'était censé être un compliment, mais j'y ai entendu ce que cela signifiait vraiment. Tu ne nous coûteras rien, nous pouvons donc continuer à tout donner à ton frère. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont payé une école de commerce privée qu'il a abandonnée au bout d'1 an. Ils lui ont financé un projet de start-up qui n'a jamais vu le jour. Ils lui ont racheté une voiture qu'il a accidentée 2 mois plus tard. Chaque échec était amorti par leur portefeuille et leurs excuses. Ils ne me voyaient pas comme leur fille, ils me voyaient comme la solution à leur fils. Et une solution est un outil, quelque chose que l'on utilise quand on en a besoin. J'allais bientôt découvrir jusqu'où ils étaient prêts à aller pour utiliser cet outil. Le lundi matin, mon appartement ressemblait à une cellule de crise. Le téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, s'allumait frénétiquement sur la table basse, affichant les noms de mon père, de ma mère, et même de quelques oncles et tantes, sans doute enrôlés comme soldats dans leur guerre psychologique. Je l'ignorais. J'avais besoin de clarté, pas de chaos. Mon premier réflexe a été d'appeler Noémie, ma meilleure amie depuis le lycée. Elle était la seule personne qui connaissait la véritable dynamique de ma famille, la seule à qui j'avais osé confier les blessures invisibles de mon enfance. Allô, sa voix endormie a répondu. J'avais oublié qu'il était à peine 7 heures du matin. Noémie, c'est moi. Ils l'ont fait. Il n'y a pas eu de silence. Elle a compris tout de suite. Combien, a-t-elle demandé, sa voix soudainement alerte. 100 000. Ils veulent tout. Mais 150 000. Et que je signe pour une hypothèque. Un juron a fusé à l'autre bout du fil. C'est. Aveline, ne fais rien.
Ne réponds pas. Ne cède pas d'un millimètre. Tu as passé 10 ans à construire ça. Ce n'est pas à eux. Je sais, ai-je dit, ma voix se brisant légèrement. Mais entendre ça de ta part, ça aide. Écoute, a-t-elle continué, son ton devenant pratique, comme toujours. Pense logistique. Ont-ils des informations personnelles sur toi? Ton ancien numéro de sécurité sociale? Le nom de jeune fille de ta mère, ce genre de questions secrètes? Tu dois penser à tout. Ces gens sont aux abois. Sa question a fait naître une nouvelle peur en moi, une peur plus insidieuse. Je m'étais concentré sur la protection de mes comptes existants, mais qu'en est-il de la possibilité qu'ils tentent d'en ouvrir d'autres à mon nom? La pensée m'a glacé le sang. Nous avons parlé encore quelques minutes, et chaque mot de Noémie était comme une brique de plus ajoutée à mes remparts. Quand j'ai raccroché, je me sentais moins seule, plus forte. Mais alors que je posais mon téléphone, un message est apparu sur l'écran. C'était de ma cousine, Justine. Justine était la fille de la sœur de ma mère. Nous n'étions pas incroyablement proches, mais nous avions une relation cordiale. Le message était court. Aveline, je peux appeler? C'est important. Ne dis rien à ta mère. Intriguée, j'ai accepté. Sa voix, quand elle a appelé, était basse, presque un murmure. Écoute, je ne devrais pas te dire ça, mais il faut que tu saches. Ce n'est pas la première fois pour Thibaut. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Ça fait des années, Aveline. Des petites sommes au début, puis des plus grosses. Mon père lui a prêté de l'argent il y a 2 ans. Il ne l'a jamais revu. Oncle Robert aussi. Ta mère a supplié tout le monde de garder le secret, de ne pas te déranger avec ça. Chaque mot était comme un coup de poignard. Ils ne m'avaient pas seulement menti par omission. Ils avaient orchestré un complot du silence, isolant leur source de financement la plus fiable, moi, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix. Ils avaient épuisé toutes les autres options avant de venir frapper à ma porte. Ils sont à sec, Aveline, a conclu Justine. C'est pour ça qu'ils sont si désespérés. Tu es leur dernier espoir. Ne cède pas. S'il te plaît. Le message de Justine a tout éclairci. Je n'étais pas le premier recours, j'étais le dernier. Le fonds d'urgence qu'ils pensaient avoir éternellement à leur disposition. Et quand on est acculé, on devient désespéré. Le lendemain matin, j'ai appris ce que la désespérance avait poussé mon frère à faire. Mardi matin, je me suis forcée à suivre ma routine. Douche, café, préparation pour le travail. Je travaillais comme analyste financière dans un cabinet de conseil réputé du centre de l'île. Mon travail était mon autre sanctuaire. Un monde de logique, de chiffres et de performances mesurables. Un monde où mes efforts étaient reconnus et récompensés à leur juste valeur. Je pensais que, quoi qu'il arrive dans ma vie personnelle, ma forteresse professionnelle était imprenable. J'avais tort. À peine arrivée à mon bureau, la réceptionniste m'a appelé. Aveline, Monsieur Duval aimerait vous voir dans son bureau, s'il vous plaît. Monsieur Duval était mon supérieur direct. Un homme d'une 50aine d'années, toujours impeccablement vêtu, dont le professionnalisme frisait la froideur. Une convocation dans son bureau n'était jamais anodine. J'ai frappé à sa porte, le cœur battant. Il m'a fait signe d'entrer et de m'asseoir. Il n'a pas souri. Il avait le visage fermé, celui qu'il réservait aux mauvaises nouvelles. Aveline, a-t-il commencé, joignant ses mains sur son bureau en acajou. Je viens d'avoir un appel téléphonique, plutôt inhabituel. J'ai attendu, sentant le sol se dérober sous mes pieds. C'était un homme se présentant comme votre frère, Thibaut. Mon sang s'est glacé. Non. Il n'avait pas osé. Il était très agité, a continué Monsieur Duval, choisissant ses mots avec soin. Il m'a raconté une histoire très troublante. Une histoire disons, d'instabilité de votre part. Il a prétendu que vous aviez des problèmes psychologiques, que vous aviez mis la main sur un héritage familial et que vous refusiez de le partager, mettant votre famille dans une situation financière précaire. J'ai ouvert la bouche pour protester, mais aucun son n'est sorti. La bile est montée dans ma gorge. C'était un coup de génie diabolique. Il ne m'avait pas attaqué sur le terrain de l'argent, où j'étais forte et où j'avais des preuves.
Il m'avait attaqué sur le terrain de la santé mentale, un domaine subjectif, insidieux, où le simple fait de se défendre peut être interprété comme un signe de folie. Il essayait de me discréditer, de me faire passer pour une personne irrationnelle et indigne de confiance. Dans mon métier, où la confiance et la rationalité sont tout, c'était une condamnation à mort professionnelle. Aveline, a repris mon patron, son regard d'acier fixé sur moi. Vos performances chez nous sont irréprochables. Vous êtes l'une de nos meilleures analystes. Cependant, vous comprenez que l'image de notre cabinet est notre atout le plus précieux. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être associés à des situations désordonnées. Le message était clair. Je n'étais pas viré. Pas encore. Mais j'étais en sursis. L'épée de Damoclès était suspendue au-dessus de ma tête. Je n'ai aucun problème psychologique, monsieur Duval, ai-je réussi à articuler, ma voix étant à peine un murmure. C'est une affaire de famille complexe, douloureuse. Mon frère a des dettes. Il essaie de me faire pression. Je l'entends bien, a-t-il dit, sans la moindre trace d'empathie. Et je vous crois. Pour l'instant. Mais je vous demande de régler cette situation. De manière rapide et discrète. Le cabinet ne doit plus être impliqué. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur Duval. C'est parfaitement clair. Je suis sorti de son bureau, les jambes tremblantes. J'ai traversé l'open space, sentant les regards de mes collègues sur moi. La nouvelle avait-elle déjà circulé? Étais-je devenue la folle? J'ai atteint mon bureau et je me suis effondré sur ma chaise, fixant mon écran sans le voir. Ils n'attaquaient plus seulement mon compte en banque. Ils attaquaient mon nom, ma réputation, mon gagne-pain. Ils avaient trouvé la fissure dans ma forteresse. C'était une guerre totale. La journée de travail a été un supplice. Chaque email, chaque appel semblait être un test de ma compétence, de ma santé mentale. Je me sentais observé, jugé. J'ai fait mon travail de manière mécanique, mon esprit étant une ruche d'anxiété et de rage. Comment avait-il pu me faire ça? Comment Thibaut avait-il pu franchir cette ligne, passant de la manipulation familiale à la destruction professionnelle? Je suis rentré chez moi ce soir-là avec la nausée. L'appartement, mon sanctuaire, me semblait soudain vulnérable. S'il pouvait atteindre mon patron, il pouvait m'atteindre n'importe où. Vers 19h, on a sonné à ma porte. Pas à l'interphone, directement à ma porte. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. J'ai regardé par le Judas. C'était eux. Mon père et ma mère, se tenant sur mon paillasson, le visage fermé. J'ai hésité. Une partie de moi voulait appeler la police. Mais une autre, plus faible, plus ancienne, a ouvert la porte. Ils sont entrés sans y être invités. Mon père tenait une chemise cartonnée à la main. Ma mère portait le masque du chagrin et de la déception. C'était leur dernière offensive. Il faut que ça cesse, Aveline, a commencé mon père, sans préambule. Il a posé la chemise sur ma table basse. C'étaient les papiers de l'hypothèque. Tu es allé trop loin. Appeler ton patron, c'est bas, même pour toi. La phrase m'a frappé comme une gifle. C'est moi qui suis allé trop loin. C'est Thibaut qui a appelé mon patron. Il a menti, il a essayé de me faire passer pour folle. Ma mère a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. Il est désespéré, ma chérie. Tu ne comprends pas. Ces gens le menacent. Il a peur. Il ne sait plus ce qu'il fait. Tu le pousses à bout. Leur capacité à inverser la réalité était stupéfiante. J'étais la victime, mais dans leur récit, j'étais devenu l'agresseur. Si tu ne signes pas, Thibaut pourrait finir en prison, a ajouté mon père, sa voix montant d'un cran. Ou pire. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ton frère? Ils jouaient leur dernière carte. La culpabilité ultime. La menace de la violence, de la prison. Ils me rendaient responsable de la sécurité physique de mon frère. Je les ai regardés. J'ai regardé leur visage, si familier et pourtant si étranger. J'ai vu la peur dans leurs yeux. Pas seulement la peur pour Thibaut, mais la peur pour eux-mêmes. La peur de voir leur monde confortable s'effondrer. La peur de devoir faire face aux conséquences de décennies de laxisme et de déni. Et à ce moment-là,
quelque chose en moi s'est calmé. La peur, la rage, l'anxiété, tout a disparu, remplacé par une certitude froide et absolue. Non, ai-je dit, ma voix claire et posée. Ils m'ont regardé, surpris par mon calme. Non, je ne signerai pas. Ce qui arrive à Thibaut est le résultat de ses choix. Pas des miens. Je ne brûlerai pas mon avenir pour le réchauffer de ses erreurs. Plus jamais. J'ai pris la chemise cartonnée et je la leur ai tendue. Maintenant, je veux que vous partiez. Mon père m'a regardé avec des yeux que je n'avais jamais vus auparavant, des yeux vides de toute affection, de toute reconnaissance. Des yeux d'étranger. Tu n'es plus ma fille, a-t-il dit, chaque mot étant un éclat de glace. Il a pris les papiers et s'est dirigé vers la porte. Ma mère l'a suivi, en sanglotant, me jetant un dernier regard plein de reproches. La porte s'est fermée sur leur haine, et dans le silence assourdissant, un email est arrivé. Une petite lueur dans une obscurité totale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le son de la notification de l'email a percé le silence pesant de l'appartement. Pendant un instant, j'ai cru que c'était encore eux, une nouvelle salve d'insultes ou de menaces. Mais l'expéditeur n'était pas un nom familier. C'était Bastien Dubois. Bastien. Le nom a fait remonter des souvenirs d'une autre vie, une vie plus simple. Bastien avait été mon professeur d'économie à l'université de Lille. Un homme brillant, passionné, qui avait été le premier à reconnaître mon potentiel. Il était devenu une sorte de mentor, m'encourageant à poursuivre dans la finance, écrivant des lettres de recommandation qui m'avaient ouvert des portes. Nous avions gardé un contact sporadique au fil des ans, un email de vœux pour la nouvelle année, un message sur LinkedIn pour une promotion. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai ouvert l'email. L'objet était simple, des nouvelles et une opportunité? Dans le corps du message, Bastien expliquait qu'il avait quitté l'enseignement il y a quelques années et travaillait maintenant comme directeur d'analyse pour une grande banque d'investissement à Lyon. Il écrivait qu'une position d'analyste senior venait de s'ouvrir dans son département. Il ne me proposait pas le poste, il n'aurait pas pu. Mais il finissait son message par une phrase qui a ravivé une flamme que je croyais éteinte, j'ai immédiatement pensé à toi. Ton profil serait parfait. Si tu es intéressé, envoie-moi ton CV. Je ne peux rien promettre, mais je peux m'assurer qu'il arrive en haut de la pile. Lyon est une ville formidable, tu sais. Lyon. Le mot résonnait comme une promesse. Une autre ville. Un autre départ. Loin de Lille. Loin de ma famille. Loin de ce chaos toxique. Pourtant, une vague de doute m'a submergée. Partir? Tout quitter? Mon appartement, ce petit cocon que j'avais mis tant d'années à créer. Mon travail, même si mon patron me mettait la pression, c'était un poste que j'avais mérité, où j'étais respecté pour mes compétences. Mes quelques amis, comme Noémie. Était-ce la bonne solution? Ou était-ce une fuite? Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lumières de l'île scintillaient en contrebas. C'était ma ville. J'y avais mes habitudes, mes repères. L'idée de tout recommencer ailleurs, seule, était terrifiante. La peur de l'inconnu était une force puissante. Et si je n'y arrivais pas? Et si ce nouveau travail était trop difficile? Et si je me retrouvais encore plus seule qu'ici? Je suis restée des heures à regarder le mur, le CV à moitié écrit sur l'écran de mon ordinateur. C'était la décision la plus importante de ma vie. Partir, c'était admettre qu'ils avaient gagné, d'une certaine manière. Qu'ils avaient réussi à me chasser de ma propre vie, de ma propre ville. Mais rester, c'était accepter de vivre dans une prison psychologique, avec la menace constante de leur prochaine attaque, de leur prochaine manipulation. C'était accepter de marcher sur la pointe des pieds, en espérant ne pas les contrarier. C'était mourir à petit feu. Le souvenir du visage de mon père, vide de tout amour, m'est revenu. Tu n'es plus ma fille. Il avait déjà coupé les ponts. Il m'avait déjà exilé. Je n'avais plus rien à perdre ici. Mon choix allait définir le reste de mon existence.
Soit je restais une victime de leur histoire, soit je devenais l'auteur de la mienne. La décision, une fois prise, a agi comme un anesthésiant. La peur et le doute n'ont pas disparu, mais ils ont été repoussés à l'arrière-plan par la nécessité d'agir. J'ai passé les 2 jours suivants dans un état de concentration intense, presque fébrile. J'ai mis à jour mon CV, mettant en avant chaque succès, chaque projet réussi. J'ai écrit une lettre de motivation qui ne parlait pas seulement de mes compétences, mais aussi de ma vision, de mon ambition. C'était ma bouteille à la mer, et je voulais qu'elle soit parfaite. J'ai envoyé les documents à Bastien, et le processus s'est enclenché avec une rapidité surprenante. J'ai eu un premier entretien vidéo avec les ressources humaines, puis un second, plus technique, avec 2 directeurs de département. C'étaient des épreuves exigeantes, mais j'étais dans mon élément. Les chiffres, les stratégies, les prévisions de marché, c'était un langage que je maîtrisais, un monde où mes émotions n'avaient pas leur place. Une semaine après mon premier contact avec Bastien, j'ai reçu un appel. On me proposait le poste. Avec un salaire supérieur de 30% à ce que je gagnais à Lille. Je suis allé au bureau le lendemain et j'ai posé ma démission sur le bureau de Monsieur Duval. Il n'a montré aucune surprise, seulement un soulagement poli. Il m'a souhaité bonne chance, et nous nous sommes serrés la main, mettant fin à ce chapitre de ma vie. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon. J'ai trouvé un petit appartement à louer en ligne dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. J'ai vendu une partie de mes meubles et j'ai mis le reste dans des cartons. J'ai trié des années de ma vie, chaque objet étant un souvenir. C'était un processus douloureux mais nécessaire, comme on nettoie une plaie pour qu'elle puisse cicatriser. Je n'ai rien dit à ma famille. Je ne leur devais aucune explication. La seule personne que j'ai prévenue était Noémie. Elle est venue m'aider à faire les cartons, son soutien silencieux et efficace étant le seul adieu dont j'avais besoin. Le jour du départ est arrivé. Un matin gris et pluvieux, typique du Nord. Le camion de déménagement était parti. Il ne me restait qu'un sac de voyage. Noémie m'a conduite à la gare de Lille Europe. Nous nous sommes serrés dans les bras, une étreinte qui promettait des appels fréquents et des visites futures. Je suis montée dans le TGV. J'ai trouvé ma place près de la fenêtre. Le train s'est ébranlé doucement, puis a pris de la vitesse. J'ai regardé les paysages familiers de mon enfance défiler. Les maisons en briques rouges, les champs verdoyants, les clochers des églises. Tout ce qui avait constitué mon monde jusqu'à présent. Une larme a roulé sur ma joue. Ce n'était pas une larme de regret, mais une larme de deuil. Je pleurais la famille que je n'avais jamais eue. Je pleurais l'innocence perdue. Je pleurais la fille que j'avais été, celle qui avait si longtemps espéré leur amour inconditionnel. Le train a pris de la vitesse, et les paysages familiers du Nord sont devenus un flou. Je ne fuyais pas seulement une famille toxique. Je courais vers une inconnue nommée Aveline, une femme que je ne connaissais pas encore, mais que j'étais impatiente de rencontrer. L'arrivée à la gare de Lyon-Part-Dieu a été un choc sensoriel. La lumière du sud semblait plus vive, l'air plus doux. L'agitation de la grande ville était différente de celle de Lille, plus cosmopolite, plus vibrante. J'ai récupéré mes cartons et j'ai pris un taxi pour mon nouvel appartement. La Croix-Rousse était un quartier charmant, avec ses rues pavées, ses immeubles aux façades colorées et ses petites places animées. Mon appartement était petit, mais il avait un balcon qui offrait une vue imprenable sur les toits de la ville. Ce soir-là, j'ai mangé une pizza à même le carton, assise par terre au milieu de mes boîtes, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti un sentiment de paix. C'était à moi. J'avais fait ça. Les premières semaines ont été un mélange d'excitation et d'épuisement. Le nouveau travail était exigeant. L'équipe était plus grande, les projets plus complexes. Mais j'ai adoré ça. Je me suis plongée dans le travail, heureuse de pouvoir utiliser mon esprit pour quelque chose de constructif, loin des drames familiaux. Bastien a été un soutien incroyable, me présentant aux bonnes personnes, m'aidant à naviguer dans la politique interne de l'entreprise. J'ai rapidement sympathisé avec une collègue, Inès. Une Lyonnaise pure souche, pleine de vie et d'humour. C'est elle qui m'a fait découvrir la ville, ses traboules secrètes, ses bouchons traditionnels, ses quais animés le long du Rhône. Grâce à elle, la solitude qui aurait pu s'installer n'a jamais eu la chance de prendre racine.
Mais je savais que le travail et les nouvelles amitiés ne suffiraient pas. Les blessures étaient trop profondes. La colère et le chagrin étaient toujours là, tapis sous la surface. Un soir, après un cauchemar particulièrement vif où mes parents me poursuivaient dans un labyrinthe sans fin, j'ai pris une décision. J'ai cherché en ligne un thérapeute. Mon premier rendez-vous avec le docteur Laurence Renaud a été intimidant. C'était une femme d'une soixantaine d'années, avec des yeux vifs et bienveillants. Son cabinet était une pièce calme et lumineuse, qui donnait sur un petit jardin. Elle m'a posé une simple question pour commencer. « Qu'est-ce qui vous amène ici, Aveline ?» Et je me suis effondrée. Tout est sorti. Des années de frustration, de sentiments d'injustice, de solitude. J'ai parlé du système solaire cassé, du collier de ma grand-mère, de la soirée de la confrontation, de l'appel à mon patron. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance. Docteur Renaud n'a pas dit grand-chose ce jour-là. Elle m'a écouté, me tendant une boîte de mouchoirs, créant un espace où ma douleur avait le droit d'exister. Quand je suis sortie de son cabinet 1 heure plus tard, je me sentais vidée, mais aussi plus légère. C'était le début d'un long voyage. Semaine après semaine, avec son aide, j'ai commencé à déballer les nœuds de culpabilité et de devoir qu'ils avaient tissés en moi. J'ai appris à reconnaître les schémas de manipulation. J'ai appris que j'avais le droit de dire non, que j'avais le droit de protéger mon bien-être, physique, financier et mental. Je commençais à respirer. Je commençais à guérir. Mais le passé a une drôle de façon de vous retrouver, même à 700 km de distance. 3 mois s'étaient écoulés. Lyon devenait mon foyer. J'avais trouvé mon rythme, entre le travail, les sorties avec Inès et mes séances hebdomadaires avec le docteur Renaud. Je n'avais eu aucun contact avec ma famille. Ils n'avaient pas mon adresse, et j'avais bloqué leur numéro. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en contrôle. Un soir, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Aveline ? C'est Justine. » La voix de ma cousine était tendue. J'appelle d'un autre téléphone. Ta mère a essayé de me soutirer ton numéro, mais j'ai refusé. Écoute, il faut que je te dise ce qui se passe ici. Je me suis assise sur un banc, le bruit de la ville s'estompant autour de moi. C'est la catastrophe, a-t-elle dit. Thibaut n'a jamais remboursé ses dettes. Les créanciers l'ont poursuivi en justice. Il a été condamné. Et tes parents, ils n'ont pas réussi à suivre les paiements de la nouvelle hypothèque qu'ils ont prise sur leur maison. La banque a entamé une procédure de saisie. Ils vont perdre la maison. J'ai fermé les yeux, une vague de tristesse m'envahissant. Pas de la culpabilité. Juste une immense tristesse face à ce gâchis. C'était inévitable. J'avais été le dernier barrage. Une fois que j'avais cédé, le déluge était inévitable. Je suis désolée, Justine, ai-je dit doucement. Ce n'est pas tout, Aveline. C'est pour ça que j'appelle. C'est la chose la plus horrible. Elle a pris une inspiration. Il y a 2 semaines, ils ont essayé de faire une demande de crédit à la consommation en ligne. Un crédit de 5 000 €. Et alors ? Ils l'ont fait à ton nom. Le monde s'est arrêté de tourner. Quoi ? Ils ont utilisé tes informations. Ton nom, ta date de naissance. Heureusement, la demande a été refusée automatiquement. Parce que l'adresse qu'ils ont donnée était celle de Lille. Et le système a vu que tu avais officiellement déménagé. Mais Aveline, ils ont essayé. Ils étaient prêts à commettre une fraude, à te mettre dans les ennuis jusqu'au cou. J'étais sans voix. Le vol, la manipulation, le chantage affectif, c'était une chose. Mais la fraude? L'usurpation d'identité? C'était un autre niveau de trahison. C'était un acte criminel. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une faillite morale complète. C'était la preuve finale, irréfutable, que ces gens n'avaient aucune limite, aucun respect pour moi, ni en tant que fille, ni en tant qu'être humain. Ils étaient prêts à me détruire pour se sauver. Merci de me l'avoir dit, Justine, ai-je réussi à dire, ma gorge serrée. Fais attention à toi, Aveline. Vraiment. J'ai raccroché.
Je suis restée sur ce banc pendant 1 heure, regardant les gens passer. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de tristesse. Je ne ressentais rien. Un vide. Le vide laissé par un amour qui n'avait jamais vraiment existé. À cet instant, j'ai su que la porte n'était pas seulement fermée, elle était murée à jamais. Et cela m'a libérée pour trouver ma véritable vocation. Cette dernière révélation, aussi horrible soit-elle, a été le catalyseur final de ma transformation. Elle a pulvérisé les derniers vestiges de doute ou de nostalgie que je pouvais encore avoir. La relation était terminée. Le deuil était fait. Il était temps de regarder vers l'avant. Mes séances avec le docteur Renaud ont changé de nature. Nous avons passé moins de temps à analyser le passé et plus de temps à construire l'avenir. Une question revenait sans cesse: comment puis-je utiliser cette expérience, cette douleur, pour en faire quelque chose de positif? La réponse m'est venue un après-midi, en lisant un article sur les difficultés financières des jeunes adultes en France. L'endettement, le manque d'éducation financière, la pression sociale. Je lisais ma propre histoire, et celle de milliers d'autres. C'est là que j'ai trouvé ma mission. J'ai contacté la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture, de mon quartier à Lyon. J'ai proposé d'animer des ateliers gratuits sur la gestion financière personnelle. Budget, épargne, investissement, piège du crédit, tout ce que j'avais appris à la dure. J'ai spécifiquement demandé à ce que ces ateliers soient ouverts en priorité aux jeunes femmes, car je savais à quel point la pression de prendre soin des autres pouvait être une charge financière et émotionnelle. Le premier atelier a eu lieu un samedi matin. Une dizaine de jeunes femmes étaient présentes, timides et curieuses. J'ai commencé par leur raconter une version anonymisée de mon histoire. J'ai parlé de la pression familiale, de l'importance de créer sa propre sécurité, de la fierté de construire quelque chose par soi-même. Le silence dans la pièce était total. Puis, les questions ont fusé. Comment ouvrir un compte d'épargne? Comment dire non à un ami qui demande de l'argent? Est-ce que c'est égoïste de penser à sa retraite quand on a 20 ans? À la fin de la séance, une jeune femme est venue me voir. Elle ne devait pas avoir plus de 19 ans. Merci, m'a-t-elle dit, les yeux brillants. Je vis avec ma mère qui est très dépensière. J'ai toujours cru que mon premier salaire devrait servir à l'aider. Maintenant, je sais que j'ai le droit d'en garder une partie pour moi. J'ai le droit de choisir. Ces mots ont eu un impact profond sur moi. En elle, j'ai vu la jeune fille que j'avais été. Mais cette fois, au lieu d'être seule, elle avait quelqu'un pour lui dire que sa valeur ne se mesurait pas à ses sacrifices. Ma valeur n'est pas déterminée par ce que je peux donner à ma famille, mais par la force que je peux aider les autres à trouver en eux-mêmes. Établir des limites n'est pas égoïste, c'est de l'autopréservation. La vraie famille vous élève, elle ne vous entraîne pas vers le bas. Mon histoire n'est qu'une histoire parmi d'autres. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont fait face à des pressions similaires. Si mon histoire vous a parlé, n'hésitez pas à partager la vôtre dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons montrer aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez continuer ce voyage avec moi, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Ensemble, nous sommes plus forts.